nationale, Jonathan Julien. Sol Zanetti, député de Jean Lesage à l'Assemblée nationale. Député de Tachereau, Étienne Grandmont. Député fédéral Beauport-Limoilou, Julie Vignola. Ministre de la Santé et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos. Présente pour les personnes aînées de la capitale nationale, l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Écoutez, je suis Judith Gagnon, la présidente de l'AQDR Québec. Je suis très contente d'être avec vous ce matin en 2024. Je voudrais, avant de commencer l'émission, vous souhaiter une bonne et heureuse année, de la santé et de la paix. De la paix en dedans de vous, puis de la paix dans votre entourage. Je pense que c'est important de se garder une bulle où on est bien. Alors, je vais être avec vous tout au long de 2024 et puis je suis très contente d'être avec vous. Alors aujourd'hui, pour commencer l'année 2024, j'ai choisi M. Luc Vigneault, qui est poète et écrivain talentueux. Je l'ai déjà passé, mais c'est quelqu'un aux multiples talents. Et j'ai eu l'opportunité de lire un de ses derniers livres, Ces mots qui blessent, qui parle de l'intimidation. Alors, l'intimidation est très présente auprès des aînés. Alors, bonjour, Monsieur Vigneault. Bonjour, Judith. Bonne et heureuse année 2024. Ah, merci beaucoup. Luc, écoute, j'ai lu tes poèmes, tout ça, mais ce livre-là m'a profondément touchée. Je l'ai lu vraiment avec une grande intensité. Pourquoi as-tu écrit ce livre sur l'intimidation? Qu'est-ce qui t'a amené à écrire ça? C'est un livre que j'ai écrit sur l'intimidation dans un but, disons, un peu pseudo-thérapeutique. L'écriture est une bonne thérapie pour exorciser ses démons intérieurs et c'est parce que, évidemment, l'intimidation me concerne, me touche, m'interpelle profondément parce que j'en ai subi. On s'en était d'ailleurs parlé lors d'émissions subséquentes sur ces ondes ici. Et oui, ça m'interpelle beaucoup. Et quand je suis témoin d'intimidation qui ne me touche pas directement, par la bande, ça vient me chercher, inévitablement. OK, c'est pour ça que tu as écrit ce livre-là. Oui, absolument, parce que c'est une histoire qui est de fiction, mais qui s'inspire de faits réels, comme le dit le quart de page, c'est-à-dire la couverture arrière du livre, qui s'inspire de faits réels, pas seulement qui me concernent, mais que j'ai observé chez d'autres personnes que j'ai connues, que j'ai rencontrées, que ce soit virtuellement ou présentiellement parlant, que j'ai rencontrées, qui ont croisé ma route et qui avaient ça en commun avec moi, l'intimidation ou le fait d'être victime d'intimidation. Wow! Je trouve ça tellement important de parler de ça. Là. On est dans une société riche, une société qui est supposée être solidaire, puis on voit encore ça. Je vais te poser la question qui tue, là, ou je sais pas. Comment ça se manifeste, l'intimidation? Est-ce que c'est tout le temps la même manière ou de plusieurs manières? Explique-nous ça. L'intimidation, au plan strictement psychologique, ça se manifeste par une intolérance qui est souvent issue de l'ignorance, donc de la désinformation à la base, laquelle est basée sur des vieux préjugés ou de stigmatisants envers des distinctions sociales, que ce soit au niveau de la langue, au niveau de la race, au niveau de l'orientation sexuelle, au niveau de l'orientation religieuse, au niveau même de la santé mentale, des problématiques de santé mentale. Quelqu'un qui avoue sa problématique de santé mentale, il est comme fusillé du regard. Et c'est un peu le cas de le dire. Et là, je parle comme mon homonyme Luc Vigneault, célèbre conférencier en santé mentale, d'où le fait que j'ai ajouté le J pour me faire une initiale et non pas un prénom et un nom. OK. Voilà. Alors donc, ça se manifeste par une intolérance qui est fréquemment, perçue comme des défauts à travers la société et qui sont mis en évidence qui mettent en évidence les défauts de l'intimidateur ou de l'intimidatrice comme tel aussi. C'est comme un effet de miroir que
l'intimidateur ou l'intimidatrice voit en sa victime, sa proie, quelque chose qu'elle n'aime pas en elle. Et ça lui sert d'exutoire par tous les moyens possibles. Est-ce que tu as vu de l'intimidation en parole, en acte, en geste? Explique-nous ça, là. Est-ce que ça se manifeste juste un petit peu ou c'est même des abus physiques ou quoi que ce soit, là? Ben, l'intimidation, ça commence par l'intimidation verbale. Ensuite, il y a l'étape de... c'est l'intimidation psychologique, en fait. Ça part par l'intimidation psychologique. Ça devient l'intimidation verbale, proprement dite, quand il y a dénigrement de la différence, au point de vue technique, au point de vue judiciaire du terme. Et là, on peut passer de l'intimidation verbale à l'intimidation physique. Là, c'est un autre degré. On passe de ce qu'on appelle le code civil dans le jargon judiciaire au code criminel. S'il y a des crimes haineux, qu'on va dire, basés sur le strict fait de la différence, c'est une forme d'intimidation comme telle. C'est une cousine proche de l'intimidation. OK. Est-ce que tu crois que les gens qui sont vraiment beaucoup seuls peuvent être des proies faciles pour de l'intimidation ou les gens qui sont déjà marginalisés? Absolument. Parce que la solitude, c'est inhabituel pour quelqu'un qui est habitué à aimer quelqu'un, que ce soit en amour, que ce soit d'amour fraternel, que ce soit autrement d'amour amical, qui est habitué à avoir quelqu'un de proche de lui ou d'elle pour se confier à lui ou à elle. Un confident, un bon ami, un cercle d'amis, ce qu'on appelle un vrai réseau social, autre que virtuel, ça va de soi. Un vrai réseau social bâti sur la confiance mutuelle entre chacune des personnes qui composent cet entourage-là. Mais si cette personne-là, si cette personne-là perçoit une solitude chez quelqu'un, c'est comme une lame à double tranchant. Soit qu'elle va aller vers cette personne-là pour l'inclure dans son cercle social, ou soit qu'elle va carrément l'exclure s'il y a des différences pour toutes sortes de raisons, qui lui déplaisent. OK. C'est ça. Mais quelqu'un qui est seul, elle n'a pas d'aide. C'est ça. Elle n'a pas de référence non plus. C'est ça, parce que c'est une personne... Il y a la solitude et il y a l'isolement comme tel. OK, vas-y donc sur l'isolement. Oui, c'est ça. L'isolement, la stigmatisation et l'intimidation, les deux sœurs jumelles, ont un grand rôle à jouer dans cet isolement-là, parce qu'elles cernent complètement la personne qui en est victime. Elle la tasse dans un coin, comme un boxeur qui tasse son adversaire dans le coin du ring, pour lui passer le KO ultimement, là. Fait que c'est ça. Donc, c'est un peu ça, finalement, le principe de l'intimidation en termes d'isolement, c'est-à-dire c'est de la stigmatisation extrême, c'est c'est forcer la personne, la victime, à couper des ponts avec un semblant d'entourage auquel cette personne-là pourrait s'identifier, cette victime-là pourrait s'identifier, et c'est ça qui fait en sorte que la personne, la victime, se sent intimidée, isolée, pas écoutée par personne, absolument personne, et elle perd confiance en elle-même, et automatiquement, elle perd confiance envers tout le monde. OK, je comprends. On va aller plus loin là-dedans, mais il y a une petite interrogation que j'ai. Est-ce que l'intimidation est faite par la famille ou par des étrangers? Par les deux. Les deux, c'est possible. L'intimidation par la famille, je l'ai vécu. Je t'ai parlé de mon oncle. Bon, la première fois qu'il m'avait dit, à l'âge de 5 ans, qu'il m'avait dit « Salut, Lette, qu'est-ce que t'es là? » Bon, je sais que c'est pas très beau jurer à la radio, ouais. Mais je te rapporte les propos, ouais. Mot à mot, si c'était hors contexte. C'était ça, mon oncle. Et très peu d'appui, très peu d'écoute envers ce que je ressentais, parce que on banalisait, on disait « Ouais, on nous a tous dit ça, Luc. Salut, Lette. On n'est pas mort pour autant. » Pourtant, cet oncle-là est un espèce ça a été comme mon meurtrier par la bande. C'est-à-dire que, pas un meurtre direct,
prémédité, mais une tentative de meurtre direct prémédité, mais une tentative de meurtre par ricochet, c'est-à-dire que il a tellement répété que il a tellement dénigré mon apparence physique que Voyons donc. j'ai fini par perdre confiance en moi totalement. Et il a fallu beaucoup, beaucoup d'années de reconstruction de cette confiance-là pour la rebâtir et pouvoir me relever tel le boxeur qui a visité le tapis pour le compte de 10. Mais il s'est jamais fait dire, cet oncle-là, d'arrêter de te dire ça par tes parents ou d'aucun, parce que moi, si j'avais été témoin de ça, j'aurais dit, coudonc, tais-toi. Ben, c'est ça. Regarde-toi dans le miroir. C'est ça. C'est comme disait Maurice Duplessis à une certaine époque. Hey, toi, tais-toi. Ouais? C'est ça. Il s'est jamais fait dire ça. Ben, je me suis déjà fait dire ça par mon père, entre autres choses. Je me suis fait dire assez souvent. À toi? Oui, il me l'a dit, oui. Tais-toi, laisse-moi régler ça, mêle-toi pas de ça. Parce que mon père était tellement autocratique. C'est peut-être une copie à l'avance, une pâle copie à l'avance de Donald Trump, sans vouloir faire de comparaison déplacée, là, mais dans la colère, le mouvement de la colère, là, de l'intolérance aiguë envers la différence. Il était comme ça, lui, ton père? Oui, je sentais que mon père, mon comportement, ma façon d'être, ne correspondait pas tout à fait à l'idée qu'il s'en faisait. Il voulait que je sois notaire ou des trucs comme ça pour que je puisse gagner ma vie honorablement. Mais en étant artiste, ben, ça l'a refroidi pas rien qu'à peu près, là. Mon Dieu, et pourtant, t'es extraordinaire. Dans la vie, c'est comme une grosse peinture. Là. On peut être mauve, bleu, jaune. On a toute notre place, mais c'est dommage. Est-ce que tu pourrais dire d'abord que ton père t'a fait de l'intimidation par ricochet? Par ricochet, oui. Dans une certaine mesure, oui. Par ricochet, on peut le dire, parce que il donnait une certaine caution morale à mon oncle pour continuer à m'intimider et à dénigrer mon apparence physique. C'est une façon pour lui, mon père, d'en rire en chœur comme le reste de la famille. Parce qu'après le décès de mon père et que précédé de 18 mois le décès de cet oncle-là, quand cet oncle-là est décédé, bon, je sais pas si je t'en ai peut-être parlé l'année passée sur ces ondes-ci, mais il m'avait dit, mon frère m'avait dit, parce que j'avais pris la photo de cet oncle-là sur le site funéraire, je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai accompagné un texte explicatif. J'ai bien choisi mes mots pour expliquer le pourquoi, comment il m'avait intimidé et le pourquoi ça m'a affecté. C'est bon, ça? Oui, mais mon frère ne l'a pas vu du même œil. Il est retourné chez moi à 100 000 à l'heure, il a dit « Hey, t'es pas correct, t'es pas fin, tu vas retirer cette publication-là, tu nous as mis dans... Puis là, tu t'es mis dans... Bon, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est ça. J'en ai même parlé dans un texte d'opinion dans le Soleil, un point de vue. Ah, OK. Là, je comprends. Là. C'est difficile comme ça pour les intimider de dire qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est ça, parce que s'il n'y a pas d'écoute au niveau de la famille, ben, c'est, comme on dit en jargon du baseball, c'est foul ball. Si on regarde des aînés, personnes aînées qui sont intimidées par leurs enfants, comment tu penses qu'ils peuvent se sentir? Ils peuvent se sentir très, très choqués, c'est clair, très honte, une certaine honte aussi, honte vis-à-vis leur progéniture, leurs enfants. Mettons par exemple, quelqu'un qui se ferait exploiter, financièrement parlant, c'est la première image qui nous vient a priori, qui se ferait exploiter, ou encore qui se ferait intimider de façon psychologique, parce que c'est arrivé. Je ne dis pas que mon frère le fait présentement avec ma mère, mais ma mère, 92 ans, on va se le dire, là, pas de permis de conduire, pas d'auto, donc. Oh. Ça lui prend, comme on dit à Paris, un pied de conduite, un lift, comme on dit au Québec. Alors, donc, elle a comme une certaine dépendance qui l'isole d'une certaine façon et qui l'oblige à sortir de sa coquille pour communiquer avec des personnes qu'elle connaît et qui sont apparemment dignes de confiance pour elle et qui lui permettraient d'avoir ce genre de service-là, ce genre
le petit coup de poule. OK, je comprends très bien. Puis ça, je pense que tu mets le point à la bonne place. Il y a beaucoup d'aînés qui sont comme vulnérables, puis ils ont un grand besoin de certaines choses, puis la personne qui leur donne ce service-là, ils veulent pas la perdre, puis ils l'endurent. Peu importe qu'est-ce qu'ils font. C'est le choix du moindre mal selon leur optique aux personnes âgées. Comment tu vois ça, toi, l'impact? N'as-tu vu? Ben, tu l'as été, intimidé, puis comment on se sent quand on est intimidé à long terme dans notre corps, dans notre tête, dans notre cœur? On est comme conditionné, si tu veux, à croire aux propos de l'intimidation. Comme mon oncle qui m'a répété à quel point j'étais laid, là. Il me l'a tellement rentré à coups de marteau-piqueur dans la tête que j'ai fini par le croire. Et voyons donc. D'où le fait. Mais finalement, c'est là que l'espoir intervient. C'est-à-dire que on est choqué, on est outré, mais on veut se faire justice soi-même, mais pas dans le sens de la vengeance, pas le sens de sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Tu sais. Pas réclamer la peine de mort tous ces azimuts là, pour n'importe quel crime, même le plus moindre des crimes. C'est juste de dire, se venger de la bonne façon, c'est-à-dire aller chercher de l'espoir chez quelqu'un d'autre, sortir de son cercle social, familial a priori, immédiat, et aller vers d'autres personnes, explorer d'autres avenues pour voir si l'herbe serait plus verte dans la cour du voisin. Et j'ai trouvé de l'herbe plus verte, pas de l'herbe qu'on a fumé, là, mais de l'herbe plus verte dans la cour de voisins que je ne soupçonnais pas, mais qui avaient des points communs avec moi et que je pouvais me reconnaître à travers eux. Bon, OK. Ça veut dire que quelqu'un qui est intimidé, c'est important de dénoncer. Oui. Vraiment important. C'est aussi important de voir que la situation est pas totalement... peut changer. Ils peuvent trouver d'autres personnes avec eux autres qui va les secourir ou les amener ailleurs. Est-ce que j'ai raison ou non? Exact, tu as raison. Et il n'y a rien d'irréversible dans la vie. La pandémie l'a prouvé, on a fait des démonstrations par 1000. On en parlait tantôt avant d'entrer en ondes. Oui. La pandémie a fait de la démonstration par 1000 qu'il n'y a rien de coulé dans le béton ou scellé dans la pierre à tout jamais. Les choses peuvent changer d'un coup sec, rapidement, de façon inopinée. Et la même chose pour des phénomènes dont on est victime, comme l'intimidation sous toutes ses formes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'important, ce n'est pas d'accepter de jouer le jeu de la victime, comme le disait si bien Georges Saint-Pierre, qui lui-même a été victime d'intimidation, un combattant extrême. Oh. Et a été victime d'intimidation. D'ailleurs, il disait, quand je rentre dans l'octogone, là, c'est pas un jeu, là, je me bats pour ma survie. Parce que je sais que l'autre en avant de moi, il est comme moi, c'est comme mon miroir. Mais Georges Saint-Pierre a eu un bon jugement de dire, moi, je ne le prendrai pas sur cet angle-là. Je vais non pas jouer à la victime, mais aller chercher de l'aide. Et je ne connais pas Georges Saint-Pierre intimement, mais je pense qu'il est allé chercher de l'aide, j'en suis convaincu. Alors, là, tu parles d'un autre point que je voulais amorcer. Oui. Où on va chercher de l'aide quand on est intimidé? Où on y va? On va-tu à la police? On va-tu? Où on va, là? Parce que là, il faut que tu bouges à quelque part. C'est ça. D'abord, en parler à quelqu'un qui est digne de confiance. Identifier la personne qui est digne de confiance en faisant, quitte à faire votre checklist, comme on dit en bon québécois, votre liste de critères, de priorités qui vous permettraient d'aller vers cette personne-là et vous confier à elle. Si vous allez voir, vous allez juger ensuite, de par ses réponses, à vos questions, à vos soucis que vous allez lui soumettre. Et si la personne vous dit, va voir des personnes, des ressources, il existe des ressources pour ça, des ressources communautaires, ou encore des groupes de défense de droits, comme la QDR, c'est ça que j'ai bien dit? Oui. La QDR, dont sûrement un volet intimidation ou santé mentale, ou peu importe, qui est à leur disposition. Et il faut garder à l'esprit que la police et les tribunaux, ce sont les ultimes recours. On essaie de tout faire en son possible pour ne pas en arriver là tout de suite après ma barre. OK.
Ça, c'est important, là. Parce que c'est ça, dans une cour de justice, là, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Là. On peut tomber sur un avocat de la partie adverse que vous cuisinez, vous faire sortir des réponses qui ne sont pas dans votre pensée, qui dépasseraient votre pensée. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai. Est-ce que vous trouvez, excusez-moi si je vous ai tutoyé, Oui. qu'il y a assez de ressources en santé mentale actuellement au Québec? On pourrait en inventer, c'est sûr et certain. Tu me connais, je suis beaucoup impliqué au niveau communautaire, à Québec à tout le moins, et même en dehors de la région de Québec, dans les groupes communautaires en santé mentale. Donc, j'ai des connexions un peu partout, dans tout ce qui s'appelle les déclinaisons de la santé mentale, ou ce que d'autres stations de radio appellent la mafia de la santé mentale. On n'aimera pas la station en particulier, ou les stations en particulier, mais ce qui est important, c'est de bien connaître chaque groupe communautaire qui est identifié, dédié à une mission en particulier, que ce soit un diagnostic de santé mentale, que ce soit une caractéristique ou une déclinaison de la santé mentale pour faire en sorte que, finalement, ça va lui permettre d'avoir l'aide adéquate à ses besoins. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce que les gens peuvent appeler le 811 social? Le 811 social, c'est la première fois que tu me le dis, que j'entends parler de ça. Oui, mais moi, on l'a déjà appelé pour des aînés qui avaient des problèmes de santé mentale. Pour les personnes aînées, c'est la ressource appropriée à leurs besoins. S'il y en a d'autres, autres que les personnes aînées qui veulent appeler à cette ligne-là, il y a un répartiteur ou une répartitrice qui va vous référer à d'autres ressources plus appropriées à vos besoins premiers. Oui, parce que là, nous, on l'a beaucoup utilisé, puis c'est très bon. Puis, il y a après des travailleurs sociaux qui peuvent aider les gens. Puis, comme tu dis, ils réfèrent à d'autres personnes. C'est ça. Puis, un travailleur social, c'est super important. Une travailleuse sociale, c'est super important. Dans mon cas, à moi, c'est mes anges gardiens, ou comme m'ont dit mon homonyme, c'est mes garde-fous. D'une certaine travailleur façon. Social. Ben, tu vois, ça, c'est important. Là. Il faut voir le pourtour de tout ça. Là, puis, OK. Crois-tu que quelqu'un peut vraiment se sortir de l'intimidation? Sortir en voulant dire, pas juste ne plus en vivre. Sortir en voulant dire, faire un gros pansement dans sa personne, puis que ça ne l'affecte plus. Un pansement, c'est une différence avec un point de suture. Non, sérieux. Sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est que quand tu veux refermer une plaie chirurgicale avec un diachylon, ou ce qu'on appelle un plaster, je m'excuse, là, mais ça ne tiendra pas le coup très, très longtemps. C'est comme un cataplasme sur une jambe de bois. C'est-à-dire que ça ne tiendra pas le coup très longtemps. Ça va s'éventrer à la moindre petite pécadille de rien du tout. Ben, l'intimidation, c'est pareil. Ça va toujours être présent. Dans mon cas, ça va toujours être présent. Et c'est la meilleure façon de bien gérer tout ça, c'est d'en parler ouvertement, en société, en faire un sujet de discussion. Ça peut être dans un party, n'importe quoi, même un party de Noël bien arrosé. Là, on en a eu quelques-uns dernièrement. Là, alors, un party, une réunion de famille, d'en discuter, d'en parler, avec le plus de pédagogie possible pour mieux extérioriser ces mots MAUX, comme le dit le titre du livre, en mots MOTS. OK, mais est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un, on peut dire qu'il s'est nettoyé, là, puis que là, il peut continuer à vivre allègrement? Ben, on s'en lave les mains, comme dirait Ponce Pilate, sauf que les mains, ben, on sait, quand on va un peu partout, on l'a vu pendant la COVID, ben, les mains, ça se salit à un moment donné. Il faut faire un arrêt à tous les bornes purelles qu'on voit devant soi. OK. Là, j'ai une autre question, puis ça va être la dernière parce qu'on a peu de temps. Les intimidateurs, ils sont pas bien, eux autres non plus. Si tu fais ça, moi, j'aurais pas tendance à vouloir intimider le monde, là, grosso modo, là, comme ça. Mais est-ce qu'il y a-tu des endroits où ils peuvent avoir de l'aide, eux autres aussi, là, parce que... Oui, il y a des endroits où ils peuvent avoir de l'aide, c'est certain. C'est d'identifier la ressource
la plus appropriée à ses besoins. Mais encore faut-il que les intimidateurs et l'intimidatrice aient l'honnêteté intellectuelle de reconnaître le problème et se dire « Ouf, il me semble que je suis allé un peu raide avec cette personne-là » ou avec des personnes, si ça se répète sur une longue échelle et dans un cercle social plus étendu. Faudrait que j'aille vers un groupe de gestion de colère, ou ce qu'on appelle anger management en anglais, ou encore n'importe quelle autre ressource analogue qui pourrait m'aider à résoudre le problème. OK, là, je comprends. Est-ce que tu crois, encore dernière question, qu'il faudrait en parler plus de l'intimidation dans les médias? On n'en parle pas assez, mais il faut en parler. On n'en parle pas beaucoup. Ouais, on n'en parle pas assez, mais il faut en parler avec pédagogie pour déstigmatiser en ultime ressort. OK, je comprends. Bon, ben écoute, Luc, ça a toujours été, comme d'habitude, c'est toujours très agréable d'être avec toi. On va peut-être reprendre notre route ensemble. Alors, les auditrices, auditeurs, vous pouvez toujours nous rejoindre à la QDR Québec, puis j'ai quelque chose de spécial à vous dire. C'est encore meilleur en 2024. L'université nous envoie plusieurs stagiaires en droit, en sciences politiques. Les jeunes sont extrêmement ouverts. Ils attendent que vous les appeliez, que vous dénonciez des choses. Ils attendent pour vous aider. On a d'autres personnes aussi, mais je vous dis, ça peut être extraordinaire. Alors, vous nous appelez au 418-524-0435, poste 0. 418-0437, poste 0. Alors, merci beaucoup. À la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.